Et maintenant, place à notre invité spécial. Depuis 2017, le cabinet d'avocats Satis Partners conseille, entre autres, les entreprises du secteur minier, aussi bien les grandes sociétés minières que les entreprises sous-traitantes. Nous recevons aujourd'hui l'avocat cofondateur du cabinet, Maître Mamadou Coulibaly. Bonjour Monsieur Coulibaly. Bonjour. Alors on va commencer avec notre première question. J'aimerais que vous nous présentiez brièvement Satis Partners, votre cabinet, et nous expliquer aussi son expertise dans le secteur minier. Donc Satis Partners est un cabinet d'avocats d'affaires. Donc nous avons une équipe de 8 avocats et on se dédie principalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, au droit des affaires, à la fiscalité. Et dans cette activité, nous travaillons beaucoup sur le droit minier pour de nombreux clients locaux et internationaux. Nous savons que le cabinet travaille avec des grands acteurs du secteur. Moi, j'aimerais savoir quels sont les principaux défis juridiques auxquels sont confrontées ces entreprises dans le contexte minier au Mali. Il s'agit en fait de notre pratique quotidienne. Donc, comme toute entreprise, elles ont des défis juridiques quotidiens. Donc, que ce soit au niveau du droit du travail, donc dans la gestion du personnel, que ce soit en matière commerciale avec les différents sous-traitants et les différents partenaires locaux avec lesquels ils travaillent, mais également que ce soit au niveau du droit minier, donc droit minier, mais également du droit administratif dans la gestion de leurs relations avec l'État. Les défis sont nombreux, donc, et ils ont besoin donc du coup d'avoir un accompagnement complet sur ces problématiques-là. Entrons un peu dans l'actualité. Si je vous dis audit minier. Donc il y a l'audit minier qui a été effectué. Le rapport provisoire a été remis au président de la transition, Assimi Goïta. Est-ce que vous pourriez nous donner votre perspective sur l'importance de cet audit pour le secteur minier malien? Il est important pour toute activité, en fait, même nos activités quotidiennes, de faire un audit de manière périodique pour savoir où l'on se trouve, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et en tenant compte de cela, il est normal que le Mali réalise un audit, on va dire, général sur ces questions-là. Maintenant, en tant qu'acteur du secteur, moi, j'ai eu à consulter quelques rapports et j'ai eu l'impression qu'en fait, une grande partie de ces auditeurs, ou en tout cas une grande partie de ce rapport n'a pas été traitée par des gens qui connaissent réellement le droit minier malien, qui est assez particulier. Donc on peut comprendre que pour des raisons ou pour des questions de conflit d'intérêts, on n'utilise pas des avocats maliens ou des professionnels du droit au Mali, parce que la plupart d'entre eux qui sont dans le droit minier conseillent par ailleurs des sociétés minières. Mais peut-être que si on avait laissé les choses maturer d'une certaine manière, peut-être que les auditeurs auraient pu avoir une meilleure connaissance du secteur pour leur permettre de donner des points, on va dire, vraiment plus pertinents pour les sociétés minières. Mais alors, d'un point de vue juridique, est-ce que vous pensez que cet audit a été bien conduit? Alors, d'un point de vue juridique, cet audit pour faire du juridisme, pour moi, cet audit n'entre dans aucun cadre législatif au Mali. On a de nombreuses structures de contrôle qui existent déjà. Toutes les sociétés minières se font contrôler de manière périodique par l'administration fiscale, par les impôts, par l'administration douanière, par l'INPS. On a également le vérificateur général qui a fait un contrôle de plusieurs sociétés minières il n'y a pas très longtemps. Donc je veux dire qu'il y a déjà tout un cadre de contrôle qui existe déjà au Mali. Et on va dire que c'est un peu... Et donc pour moi, cet audit est un audit, on va dire, ad hoc. Car comme je l'ai dit précédemment, il n'entre dans aucun ordonnancement juridique au Mali. Donc c'est bien de faire un audit et de comprendre quel est l'état, de faire un état des lieux, mais je pense que cet état des lieux, au lieu que s'il se fasse à charge que sur un seul acteur,
il aurait dû être fait à 360 degrés. Ça veut dire inclure tous les pans de la société qui ont un lien avec le secteur minier. L'État aussi est un acteur majeur du secteur minier. Donc il aurait fallu également faire un audit des services de l'État qui travaillent dans le secteur minier. Il y a l'administration des domaines, il y a l'administration des finances, il y a l'administration des mines elles-mêmes, qui sont tous pris ensemble, des acteurs également du secteur minier. Les communautés locales qui vivent autour des sociétés minières aussi sont des acteurs du secteur minier. Et je pense que cet audit aurait dû prendre toutes ces composantes-là en compte afin de faire un vrai état des lieux pour que l'État prenne des décisions en toute connaissance de cause. Parlons justement de ces décisions suite à cet audit. Alors, on va spéculer parce que le rapport n'a pas été encore rendu public. Mais à votre avis, quels sont les potentiels changements et les résultats en fait, de cet audit? Alors, je pense qu'une partie des résultats de cet audit se base sur de nombreux résultats qui avaient été pointés, ou en tout cas de nombreux constats qui avaient été pointés par de précédents audits, donc des impôts, du vérificateur général et de la douane par exemple, ou même de la commission bancaire. Et je pense que l'État va vouloir justement se baser sur, certains problèmes d'interprétation ou d'application pour essayer de corriger le tir. Donc, et je pense que d'ailleurs c'est le cas avec le projet de code minier qui a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Et même quand on regarde le dispositif introductif, on voit bien que l'État fait référence à cet audit. Vous m'avez un peu devancé. J'allais justement vous parler donc de ce projet de loi qui vient d'être adopté. Donc vous-même, vous avez déjà eu des déclarations, fait des déclarations sur la promotion du contenu local. Vous avez plaidé en faveur de l'élaboration d'une loi aussi sur le contenu local dans le secteur minier. Et aujourd'hui, on a ce projet de loi. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Alors, il y a plusieurs instruments juridiques qui sont utilisés ici. D'abord, en ce qui concerne le contenu local, ce n'est pas une loi qui a été prise, c'est un décret. C'est un décret avec quelques dispositions qui ont également été introduites dans le projet de loi du prochain code minier. Donc, il y a des dispositions un peu éparses. On va commencer par le contenu local. Je pense qu'il était important depuis le code minier de 2019 de préciser un peu comment le contenu local allait être réglementé. C'est vrai que le code minier de 2019 a introduit de manière assez pertinente, je dirais, des obligations de respect de contenu local. Donc le contenu local, très rapidement, c'est la prise en compte de la main-d'œuvre locale dans l'activité minière, mais également la prise en compte de l'approvisionnement local dans le développement de l'activité minière. Donc, le nouveau décret, en tout cas le projet de décret, lui va un peu plus loin en introduisant de nombreuses choses. Certaines sont très intéressantes, d'autres devront être éprouvées dans le temps. On a la création d'un secrétariat permanent en plus du cadre de concertation sur le contenu local. On a la création d'un fonds pour le contenu local. On a également une liste qui est dressée dans ce décret où on désigne en fait tous les biens que les sociétés minières vont devoir acquérir sur place auprès de fournisseurs locaux. On a également, et ça c'est très intéressant parce que l'une des questions liées au contenu local, c'est la transmission de savoir-faire. C'est vrai que le Mali a une certaine histoire en matière minière, mais il est bien que certaines nouvelles techniques ou certaines manières de travailler soient transmises à nos fournisseurs ou en tout cas à nos chefs d'entreprise. Et l'une des dispositions que moi je trouve assez intéressante en tout cas, dans ce nouveau dispositif autour du contenu local, c'est le fait que les entreprises, même les entreprises sous-traitantes étrangères, vont devoir avoir au moins 35% de leurs actions détenues, en tout cas de leur capital détenu par des sociétés locales. Donc ça c'est déjà très bien. Maintenant il faudra
moi, en tout cas, j'appellerais à ce que ça ne soit pas que de la détention, mais que ça soit également une vraie participation de ces actionnaires ou associés locaux. D'accord. Mais à qui va s'appliquer donc ce projet de décret? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est vrai qu'autour du secteur minier, pour, on va dire, les néophytes, souvent on a du mal à comprendre un peu comment les choses s'articulent. Certaines sociétés minières sont sur des codes de 91, certaines sont sur des codes de 99, 2012, maintenant 2019. Donc c'est vrai qu'on a souvent du mal à se retrouver. Mais il y a un principe, en tout cas en matière de droit minier, c'est qu'au Mali, parce qu'en fonction des pays, ces principes-là peuvent changer, il n'y a pas de stabilisation juridique au Mali. Donc à chaque fois que la loi va évoluer en ce qui concerne le droit minier, ça va s'appliquer tout de suite aux sociétés minières. Donc une société minière qui est au Mali depuis 30 ans va être obligée de se conformer aux dispositions de cette nouvelle loi. Il y a des dispositifs transitoires, donc on permet aux gens en tout cas de se mettre à niveau. Et justement, ce décret a été attendu parce que dans le code de 2019, on mettait en place une obligation de contenu local avec un cadre de concertation, mais il n'y avait pas de décret permettant de savoir comment ce cadre de concertation allait fonctionner, comment les entreprises allaient interagir avec l'administration pour pouvoir mettre en place, ou en tout cas pour pouvoir respecter leurs obligations de contenu local. Avec ce projet de décret, ça devrait être le cas et ça devrait s'appliquer du coup à toutes les sociétés qui fonctionnent au Mali, qu'elles soient depuis 30 ans ou depuis 2 ou 3 ans. L'activité minière, en fait, impose ou requiert de nombreux fonds. Les sociétés minières que vous voyez au Mali aujourd'hui qui exploitent ont pendant de nombreuses années fait de l'exploration, ont injecté beaucoup d'argent, sont allés lever des fonds un peu partout dans le monde pour pouvoir réaliser ce type d'industrie. Alors, ayant des partenaires internationaux qui investissent, l'un des éléments les plus importants pour un financier, même pour les banques, je pense qu'on a eu l'occasion sur de nombreux forats avec TEMAC de parler du financement du secteur minier au Mali, notamment des sous-traitants. Et les banques, justement, lorsqu'elles étaient appelées, disaient qu'elles avaient un problème par rapport au risque dans le secteur minier. Le risque que nos banques locales veulent éviter en finançant le secteur minier, c'est le même risque que les financiers internationaux veulent éviter également en finançant les banques, en finançant les mines qui travaillent au Mali. Donc, l'un des outils, on va dire, l'un des socles de l'activité minière, c'est le code minier. Donc, le fait de changer de code minier tous les 3 ans, moi je dirais que c'est normal parce que l'activité économique évolue. Mais je pense que certaines dispositions doivent également tenir compte réellement de l'activité de certaines sociétés minières. L'une des, pêle-mêle, hein, je vais vous en prendre deux ou trois comme ça. L'une des modifications prévues dans le nouveau code minier, c'est par exemple la création de 2 conventions. Que pendant longtemps, dès le départ de la réglementation de l'activité minière au Mali, toute exploration ou toute société minière signait en fait une convention qui durait toute la durée de la mine, que ce soit pendant la phase de l'exploration jusqu'à la phase de l'exploitation. Maintenant, on a décidé de scinder cela, de créer, d'avoir une convention pour la phase d'exploration et une convention pour la phase d'exploitation. Ça peut poser problème à certains financiers parce qu'ils ont besoin de voir sur le long terme quelle va être la stabilité autour de l'activité. La convention, c'est un contrat. Donc, c'est un contrat qui va lier 2 parties. Donc, chacune des parties doit respecter les obligations qu'il y a dans la convention. Mais si cette convention est appelée à changer tous les 3 ou 4 ans, sans avoir une réelle vision ou sans avoir une réelle visibilité plutôt sur son exécution, cela peut poser problème. Et toujours sur la question des conventions, il y a une disposition transitoire à la fin du code minier qui appelle et qui invite toutes les sociétés minières à se conformer au nouveau code et donc à modifier leur convention.
je pense que ça va être source de contentieux pour l'État. Et je ne pense pas que ça soit ça l'objectif recherché. L'objectif pour moi, je parle en tant qu'acteur du secteur, on veut que l'or profite au Mali, on veut qu'il y ait plus de retombées pour l'économie, mais je pense qu'on doit également rester un pays attractif. La Côte d'Ivoire commence à se lancer dans les mines. Le Sénégal l'a fait depuis une dizaine d'années maintenant, le Burkina, qui nous a pratiquement rattrapés aussi, donc, et la Guinée également. Donc le Mali n'est pas le seul pays qui a des ressources minières dans la zone. Et c'est vrai qu'on a un code UEMOA et on est censé ne pas se faire de la compétition sur les dispositifs juridiques, mais il faut quand même rendre le pays attractif. Donc on rend le pays attractif en rassurant les partenaires. Et le fait d'avoir une société qui travaille au Mali pendant, je sais pas, 10 ans ou 15 ans, qui exploite depuis 15 ans une activité minière au Mali, le fait de lui demander de revoir totalement sa convention, je pense que ce n'est pas une source de sérénité, en tout cas pour ces investisseurs-là. Donc je ne sais pas si le projet va passer tel que moi j'ai eu à le lire, mais clairement, ça, ce sont des points qui, je pense, pourront éventuellement poser problème bientôt. Il y a d'autres dispositions qui posent problème, je pense en tout cas pour des sociétés étrangères, mais on verra avec le temps ce que ça va donner. Affaire à suivre donc. Affaire à suivre. Et enfin, on va terminer sur le dernier sujet d'actualité, qui est la récente démission du ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Eau, pardon. Ça a suscité beaucoup d'attention. Et selon vous, quel impact cela aura sur le secteur minier au Mali? Et quelles sont vos attentes concernant le prochain ministre des Mines? Pour moi, il ne devrait pas y avoir d'impact, normalement. Le fait qu'il y ait un ministre qui parte et qu'il y en ait un autre qui soit en attente de nomination, parce que l'État doit être une continuité. Donc, à partir du moment où on a des services en place, peut-être qu'il va y avoir quelques petits ralentissements, mais je pense que la politique de l'État ne doit pas changer parce qu'un ministre est parti. C'est pour ça que je parle de continuité de l'État. Maintenant, quelles sont mes attentes? Mes attentes, en tant qu'acteur, c'est d'avoir un ministre qui est au courant des vraies problématiques du secteur. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, notamment l'occupation illégale des sites miniers. Alors, il y a quelque chose vraiment à faire. On est vraiment souvent très loin de ces choses-là. Bon, on ne se rend pas compte comment les sociétés minières luttent pratiquement au quotidien sur ces questions-là. Une meilleure organisation des systèmes d'orpaillage. Voilà, c'est vraiment, on a besoin de quelqu'un, d'un acteur de quelqu'un qui va venir jouer aussi pleinement sa partition, aider l'État aussi à jouer pleinement sa partition, pour que justement cette ressource, cette manne-là qui est le secteur minier profite à tout le monde. On a vraiment besoin d'un acteur qui a cette vision-là. Ça, ce sont mes attentes. On verra bien donc, et les attentes sont là, des deux côtés de toute façon. Merci beaucoup, Maître Coulibaly. Merci à Mining News, merci à TEMAC pour votre professionnalisme et votre disponibilité. Ça a été un plaisir en tout cas d'échanger avec vous et je pense qu'on a besoin de plateformes similaires pour que l'on vulgarise en fait l'activité minière, la compréhension du secteur minier. Parce que je pense que beaucoup de Maliens ne savent pas réellement ce qui se passe dans les mines. D'ailleurs, je pense que j'ai vu un micro-trottoir que vous avez fait une fois où vous aviez demandé aux gens ce qu'ils savaient du code minier. Certains en ont juste entendu parler rapidement, mais ils ne savent pas réellement. Voilà, je pense que ce type d'émission a l'avantage, je pense, de vulgariser un peu déjà l'actualité du secteur minier, mais également de permettre à la population de mieux comprendre ce qui se passe autour. Merci et merci à vous de nous avoir regardés sur Mining News. On se retrouve donc le mois prochain pour d'autres reportages et invités exclusifs. À bientôt.